Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Avec ou sans accent. Aujourd'hui, on va se parler de planification pour les enseignants en ce temps de rentrée scolaire. Donc, vous êtes tous en train de commencer là, vos classes si vous êtes enseignant ou même si vous êtes le parent d'un apprenant, vous savez que c'est la rentrée cette semaine. Et souvent, lorsqu'on parle d'enseignement, on va penser au moment où les gens sont dans une classe, mais la moitié d'un travail d'enseignant, c'est la planification. Donc, pour que les cours soient bien élaborés, pour que vos enfants, adolescents ou enfants ou des apprenants adultes aient un cours adéquat, il faut vraiment que l'enseignant se soit bien organisé et ait bien planifié son temps. Par contre, contrairement aux gens qui travaillent dans des bureaux ou à la maison, les enseignants travaillent souvent dans des endroits, en fait, qui sont soit très petits, soit où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de distractions, mais ils doivent quand même se trouver des trucs pour bien planifier. Donc aujourd'hui, pour vous parler de ça, j'ai ma première invitée au balado, Émilie Vien, qui est peut-être aussi mieux connue sous le nom de la planificatrice, son entreprise, et on va se parler ensemble de tout ça aujourd'hui. Comment ça va, Émilie? Ça va bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien, c'est la rentrée, c'est un moment toujours plaisant, moi, dans ma vie. Je trouve que c'est comme un nouveau 1er janvier pour moi. C'est comme le début de l'année. Moi aussi, vraiment le même feeling que toi. Vraiment, vraiment. Vraiment. Puis, je pense que tu as entendu un peu mon intro. On va se parler vraiment de planification pour les enseignants. Puis toi, spontanément, si tu avais un client ou une cliente enseignante qui viendrait te voir en te disant « Ben écoute, je trouve que ma planification n'est pas super optimale. J'aimerais peut-être mieux m'organiser, mieux planifier mes cours. » Qu'est-ce que tu lui donnerais comme premier conseil? Comme premier conseil, d'abord et avant tout, je pense que je poserais une question dans le but de savoir comment est-ce que cette personne-là planifie sa semaine d'abord et avant tout, parce qu'il y en a qui disent planifier, mais qui ne planifient pas vraiment. Il y en a qui disent qu'ils ne planifient pas, mais dans le fond, ils planifient un peu. Fait que je pense que j'essaierais de comprendre un peu qu'est-ce que déjà il est mis en place. Mais sinon, je pense que, tu sais, d'entrée de jeu pour un enseignant, puis tu sauras me le dire avec ton expertise professionnelle, tu sais, si je suis dans le champ ou non. Mais tu sais, souvent, les enseignants, vous avez beaucoup, tout dépendant de la quantité de cours que vous donnez, mais tu sais, il y a quand même des blocs de cours qui sont à l'horaire, puis ça ne se bouge pas. Tu sais, pour un autre professionnel qui n'est pas dans le domaine de l'enseignement, tu sais, c'est comme un peu avoir des réunions, là. Tu sais, il y a des gens qui attendent à l'autre bout. Il faut se présenter en présentiel ou en ligne, tout dépendant du type d'enseignement, puis il faut être là. Ce qui fait que souvent, il y a une grosse partie de la semaine qui peut partir, entre guillemets, avec des blocs d'enseignement. Donc, j'essaierai un peu de voir, c'est ça, en un premier temps, si la planification, comment qu'elle se fait. Ensuite de ça, c'est quoi la quantité de blocs d'enseignement qu'on peut dire qu'il y a dans la semaine. Puis après ça, je serais curieuse de savoir, puis là, tu me diras si c'est la même réponse pour tout le monde ou si ça change, mais tu sais, pour un cours ou un nombre X d'heures de cours, c'est quoi la quantité de temps qui est requise, en fait, pour aller faire une préparation adéquate pour un cours? Bien, c'est ça. Moi, je te dirais que la majorité des enseignants vont enseigner 20 heures par semaine. Donc, sur un horaire de 32 heures habituellement, là, on n'est pas exactement comme les autres professionnels. On travaille un petit peu moins, entre guillemets, parce qu'on s'entend qu'on travaille souvent le soir, la fin de semaine, corriger des trucs le samedi. On n'a pas nécessairement toujours notre temps. Les gens pensent souvent que les enseignants, qu'est-ce qu'ils font de ces autres heures-là? Bien, habituellement, c'est ça. C'est du temps pour planifier, corriger, organiser ses cours. Mais oui, il y a des moments où les enseignants ne sont pas en présence élève et justement, ce sont des heures qui sont supposées être utilisées justement pour planifier leurs cours. Et on a des outils. Donc, tous les enseignants au Québec ont soit une progression des apprentissages ou un programme qu'ils doivent suivre. Donc, on sait ce qu'on doit faire dans l'année. Mais souvent, évidemment, on va avoir une progression qui va nous suggérer par quoi on commence. Là. On ne commence pas par faire, je ne sais pas, moi, si on enseigne en francisation, on ne commence pas à faire de l'imparfait avec quelqu'un qui ne sait pas dire « je m'appelle ». Donc, on a une progression à suivre et qu'on connaît souvent. Mais je pense que c'est un enjeu pour beaucoup d'enseignants de comment
planifier, comment avoir du temps adéquat de planification, comment réussir à se dire, OK, là, c'est mon 8 heures ou mon 7 heures dont j'ai besoin pour planifier, donc je vais le faire maintenant. Tu sais, je me laisserai pas distraire par une collègue qui s'en vient, une gang d'amis qui jasent dans une cafétéria, puis finalement, la discussion se poursuit beaucoup trop longtemps, tu sais, puis on n'a pas Ouais. le temps de le faire, tu sais. Donc, Mhm. comment on fait dans des situations comme ça où, justement, on n'est pas maître tout le temps de son temps ou de son lieu pour avoir des bons rituels de planification? C'est ça, parce que justement, quand on n'est pas maître de son lieu, c'est ça, ça peut venir avec un bon paquet de distractions. Puis tu le disais d'entrée de jeu tantôt, des bruits et tout ça. Je pense qu'en un premier temps, un conseil que je donnerais aux personnes qui sont dans cette situation-là, c'est de se questionner à savoir c'est quoi nos points faibles. Par exemple, moi, je sais que quand je suis dans un lieu public, quand ça parle beaucoup, je suis capable, moi, j'ai la facilité à me faire une bulle, puis que, à moins que quelqu'un dise mon nom à côté de moi, là, autrement, je vais rester très concentrée. Mais c'est vraiment pas tout le monde qui est comme ça. Donc, c'est de vraiment connaître ses points faibles. Donc, est-ce que vous êtes facilement déconcentré quand il y a du bruit? Est-ce que vous êtes facilement déconcentré juste quand il y a quelqu'un qui passe à côté de vous? Il y en a qui vont avoir une fenêtre à côté puis qui vont toujours regarder. Donc, c'est de connaître ses points faibles pour après ça être capable d'aller établir ses limites pour être capable justement de développer une certaine concentration. Puis là, je vais donner quelques petits exemples, là. Dans l'environnement de travail où vous vous trouvez, est-ce que c'est possible de peut-être, je ne sais pas moi, fermer la porte? Est-ce que c'est possible, si à ce moment-là, c'est avec des bureaux partagés, de mettre, je ne sais pas, un petit drapeau rouge sur le bureau? Puis il y en a qui le font, là, c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Il y en a qui mettent des fois un petit drapeau rouge, c'est comme un petit code, en fait, ça pourrait être n'importe quoi, soit sur l'ordinateur ou sur le bureau, qui signifie aux autres, puis ça, cette signification-là a été communiquée aux autres auparavant, mais ça signifie comme je suis en mode concentration, merci de ne pas me déranger. Tu sais, si c'est une question, attends plus tard, à moins que ce soit une grosse urgence. Donc, on peut-tu faire des choses comme ça? On peut-tu des fois mettre des écouteurs pour s'aider à se concentrer avec, disons, de la musique ou des sons binauraux ou différentes choses? Ou des fois, juste pour envoyer le message aux autres qu'on est comme concentré, qu'on ne veut pas être dérangé. Des fois, c'est juste aussi d'aviser les collègues parce que quand on est dans un mode d'espace collaboratif ou qu'il y a plusieurs bureaux, c'est très facile de tomber justement dans les patterns des discussions interminables à la machine à café, puis comme de se laisser distraire, puis d'accepter cette distraction-là. Mais je pense qu'à un certain moment, ça peut être intéressant de juste communiquer. Si, par exemple, des fois, c'est aussi intéressant de déterminer c'est quand dans la journée, les moments où vous êtes les plus concentrés ou vraiment au sommet de son énergie. Si c'est le matin, mais je pense que le matin, ce serait intéressant de peut-être signifier aux collègues autour que hey, j'aimerais ça travailler de façon concentrée. C'est-tu possible d'attendre après-midi pour les questions ou comme me revenir après-midi pour autre chose pour vraiment aller optimiser pleinement ce moment-là? Fait que ça, c'est des petits trucs comme ça. Puis après ça, c'est de se fixer les limites, mais je pense que le vrai défi, c'est de les respecter, ces limites-là, parce qu'on peut bien se dire, avant midi, je vais travailler de façon concentrée, je vais me mettre des écouteurs ou quoi que ce soit, mais après ça, il faut le respecter. Puis pour s'aider à le respecter, comme je le disais un petit peu avant, je pense que c'est beaucoup de communiquer les attentes. Tu sais, des fois, on prend pour acquis que les gens vont comprendre qu'on veut travailler de façon concentrée, qu'on veut essayer d'avancer notre planification. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de lire entre les lignes ou de capter ces messages-là. Fait que je pense que lorsqu'on communique clairement nos attentes, nos limites, ben je pense que ça se fait très bien. Puis sinon, tu sais, aussi, ça peut sembler un peu anodin comme conseil, mais je trouve que c'est vraiment pertinent. C'est pour se motiver aussi à respecter nos limites, puis pour se motiver à planifier dans un environnement qui est peut-être pas toujours idéal pour la concentration. Bien, je pense que de juste être organisé et d'avoir le bon matériel, tu sais. Je le sais que pour les enseignants, c'est certain qu'un enseignant qui est nouveau dans son poste, ça va peut-être être un petit peu moins mécanique, là, la planification, alors que quelqu'un que ça fait 20 ans qui enseigne, j'imagine que ça doit être un petit peu plus, se faire un petit peu plus de façon un petit peu plus automatique. Mais pour quelqu'un c'est moindrement nouveau, peut-être que ça serait intéressant même d'avoir une genre de checklist de toutes les étapes de planification qui sont à faire, ne serait-ce que pour ne pas perdre le fil, parce que justement, si on est dans une réalité où on est souvent déconcentré, bien après ça, de se remettre dans la planification, on ne sait plus trop où est-ce qu'on était rendu. Ça peut prendre comme plusieurs minutes avant qu'on retombe dans un état de concentration. Ce qui fait que si on a une petite checklist, on a les 3 premières cases qui sont cochées, bien OK, on sait au moins qu'on était rendu à telle autre étape, ce qui fait qu'on peut retomber dans notre tâche un petit peu plus facilement, là. Comme ça, c'est des conseils que j'aurais envie de donner pour aider à la planification plus adéquate dans un espace qui n'est peut-être pas toujours adéquat, là. Oui, parce que les écoles, c'est pas toujours adéquat au niveau du bruit, au niveau des collègues, au niveau des enfants ou des enfants, mais ça peut être Ouais. des adolescents, des adultes, tu sais, qui sont autour, là.
Ouais. Donc, les apprenants, les étudiants, ils disparaissent pas quand l'enseignant a du temps. Tu sais, ils sont Ben quand c'est même ça. quelque part autour. Puis souvent, tu sais, justement, les enseignants vont tomber dans le piège de planifier le dimanche après-midi ou le samedi matin ou le soir, tu sais, en se disant hey, je suis pas dans un état optimal, justement, j'ai peut-être pas les conditions de travail adéquates, fait que je vais faire ça chez moi ou je vais faire ça le soir. Puis là, on tombe dans tu sais, quelque chose qui existe vraiment beaucoup chez les enseignants, dans le surmenage. Tu sais, ils vont se dire OK, je suis embauché pour 32 heures, mais finalement, j'ai fait 50 heures dans ma semaine pour corriger, organiser mes devoirs, élaborer des diaporamas, faire des photocopies, découper des petits cartons pour faire un jeu. Tu sais, tout ça, là, toutes des tâches qu'on va faire comme enseignant, mais souvent, on va les faire justement à l'extérieur. Puis moi, je veux envoyer comme message aussi aux enseignants qui nous écoutent de se garder du temps pour eux la fin de semaine, puis tu sais, d'essayer de rentabiliser les heures où ils sont à l'école. Tu sais, par exemple, tu sais, quelqu'un qui enseigne aux adultes, souvent, il va travailler 20 heures le matin, mais les après-midi, il n'est pas en classe. Ou quand on tombe au secondaire ou au primaire, c'est un peu plus compliqué. Tu sais, ils vont avoir des périodes où, par exemple, les jeunes vont être en éducation physique, mais comment se dire leur horaire est toujours pareil. Un enseignant, souvent, va travailler soit sur les jours semaine ou soit sur un horaire type de 9 jours, 10 jours. Puis c'est un horaire qui revient par cycle. Ils savent, en fait, quelle période ils ont de libre. En connaissant déjà ces périodes-là, ils peuvent les optimiser pour faire de la planification au travail et non pas à la maison. Mhm. Puis toi, comme là, j'ai donné différents conseils comme ça, mais tu sais, toi que cette expertise-là, y a-tu des trucs supplémentaires qui fonctionnaient bien, mettons, pour toi, puis que j'ai pas nommé, puis qui seraient peut-être intéressants pour les gens qui nous écoutent? Bien, moi, je les mettais toujours à mon horaire. Tu sais, puis je pense que ça, c'est important de mettre la planification à son horaire. On sait qu'en enseignement, les jours ou les périodes où on est en classe, bien, on ne peut pas se dire je vais aller me promener dehors. Là. Les étudiants sont là, tu sais, on doit être en classe, mais les autres périodes où on est réputé être à l'école ou encore à faire nos heures ailleurs, je pense que c'est important de se dire, bien, OK, tous les mardis après-midi puis tous les jeudis après-midi, par exemple, je fais ma planification de mon organisation. C'est à ça que ces heures-là servent. Je pense que c'est important autant tu dis, bien, mes élèves sont en éducation physique, bien, autant à jeudi à la P3, tu es en planification. Je pense que c'est important d'organiser son temps et d'avoir des périodes dans son horaire maître où on se dit, OK, voici où je fais mes photocopies, voici les moments où je fais des diaporamas, voici les moments où je crée des jeux ou je choisis des chansons ou peu importe là, qu'est-ce que je fais, mais où vraiment j'organise, je planifie les cours que je vais donner. Mais définitivement, définitivement. Puis je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu as dit aussi, c'est de rappeler aux gens, puis tu sais, moi, j'ai pas évolué dans ce contexte professionnel-là, je suis pas enseignante moi-même, mais de rappeler aux gens que ce temps-là est fait pour leur planification, tu sais, parce que là, si tu dis qu'il y a plusieurs enseignants qui sont justement dans le surmenage, c'est comme si c'est rendu normal, c'est comme si les gens normalisent le fait de découper leur carton le soir, puis comme le week-end planifié et tout ça, là. Donc, ça fait vraiment du sens, mais oui, le mettre à l'horaire, c'est définitivement très important. Je pense qu'il faut couper ça. Il faut arrêter de faire ça. Souvent, les enseignants vont se dire hey, je fais ça en fin de semaine, j'ai pas le temps. Alors qu'il y a du temps vous avez du temps dans votre horaire pour le faire. Il faut juste comme se concentrer puis faire en sorte que ce temps-là, en fait, il est pas alloué à autre chose. Il est alloué vraiment à l'organisation et à la planification de vos cours. Exact. Puis la puissance va vraiment dans ce que tu disais dans ton conseil de le définir en avance. C'est là qu'on va arriver devant le moment X, puis on va pas se questionner à savoir, bon, je fais quoi maintenant? Ce qui va souvent se résulter en, ben je vais commencer à aller me faire un café, puis je vais commencer après. Mais pendant ce temps-là, il y a des minutes qui passent, tandis que quand on sait vraiment qu'est-ce qu'on va faire, ben là, on peut déjà commencer à attaquer la tâche en question. Quel conseil tu donnerais justement pour réussir à réaliser ces tâches, puis à garder ces moments-là pour les organiser, les planifier? Pour vraiment arriver à bien respecter ses tâches, tu sais, je pense que c'est important de savoir, qu'est-ce qu'on a concrètement à faire. Puis souvent, les gens dans leur tête savent ce qu'ils ont à faire, mais comme le savent-ils vraiment, tu sais, des fois, concrètement, juste d'aller décortiquer, fragmenter ce qu'on a à faire, ça, je pense que ça peut vraiment, vraiment nous aider. Et ensuite, moi, je trouve que la gestion des tâches est hautement plus efficace lorsqu'on définit en avance les journées à laquelle on va faire chacune de nos tâches, comme par exemple, tu sais, en fonction des blocs d'enseignement puis des blocs de planification qu'on a à l'horaire, bien, ça serait de se dire, OK, bien, je sais pas, moi, si j'ai un bloc de planification lundi après-midi, bien, c'est de définir en avance, OK, pendant ces 2 ou 3 heures-là, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'erreur, puis là, bien, je vais dire l'erreur entre guillemets, là, parce que c'est pas une si grosse erreur que ça, mais souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont arriver à un bloc de planification, par exemple, ils vont aller voir leur to-do list, leur liste de tâches à faire, puis ils vont commencer à travailler sur ces tâches-là. Cependant, lorsqu'on se fie à une longue liste de tâches, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va toujours aller travailler sur la tâche qui est soit la plus
facile, la plus rapide ou bien la plus fun. On ne va pas nécessairement travailler sur la tâche qui est très importante et qui devrait être faite pour nous faire avancer. Mais si on définit en avance la journée à laquelle on va faire chacune de nos tâches, par exemple, je reprends l'exemple du lundi après-midi. Si on se dit le lundi après-midi, dans mon bloc de 3 heures, je vais planifier mon prochain cours pendant 1 heure. Après ça, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Ça va être beaucoup plus efficace parce qu'on va arriver le lundi après-midi, on n'aura pas à se poser de questions et on va vraiment suivre la séquence de tâches qu'on avait planifiée, ce qui veut dire qu'on va attaquer des choses qui sont réellement importantes et pas nécessairement se tourner vers qu'est-ce qui est le plus plaisant à faire, le plus facile, le plus rapide. Fait que ça, je pense que ça peut sembler anodin, mais ça peut vraiment, vraiment faire une très grosse différence dans l'efficacité des tâches si on définit vraiment à l'avance la journée à laquelle on va les faire, là, chacune d'entre elles. Donc, tu sais, de ne pas faire des photocopies n'importe quand dans nos pauses, mais se dire, tiens, mon bloc de mercredi après-midi à ma période 3, j'ai une période libre, je vais faire mes photocopies pour la semaine ou pour le mois, ou même des fois, on peut envoyer des documents à la reprographie, tu sais, puis faire ça d'avance. Mais souvent, je trouve qu'on court un peu pour chacune des tâches, alors que si on se dit, OK, ma P3, là, tous les jours, pas tous les jours, mais tous mes mercredis à la période 3, je fais des photocopies, puis tous mes jeudis à la période 5, bien, j'élabore un diaporama pour une nouvelle thématique que je vais aborder dans ma classe, pour un nouveau projet d'art plastique, ou de se dire, ce moment-là, il est aussi important que le moment où je suis en classe, finalement. Oui, mais c'est beau, ça, de dire ça, puis de rappeler aux gens, justement, que oui, c'est ça, c'est important. Puis, tu sais, une planification bien faite nous donne beaucoup plus, un bien plus grand sentiment d'accomplissement. Ça nous donne vraiment l'impression d'être plus efficace aussi en classe. Encore une fois, je dis ça, mais j'ai jamais enseigné, sauf que si on est bien préparé, c'est certain. Ah non, je te confirme que si t'es bien préparé, tes cours se passent bien. Tu sais, quand c'est bien préparé, c'est sûr que ça doit mieux couler aussi. On a plus confiance en nous et tout. Je trouvais que c'est un bon exemple parce que, je veux dire, tu sais, des photocopies, ça se fait bien là, entre deux tâches. On dirait que ça se cadre n'importe où, mais de faire des tâches qui se ressemblent quand on les regroupe ensemble, c'est tellement plus efficace. Je veux dire, imprimer, tu sais, faire des photocopies pendant 15 minutes ou une demi-heure, c'est peut-être pas très stimulant, sauf que c'est hautement plus efficace que si on en fait un petit peu. Je te confirme que non. c'est peut-être pas la tâche la plus gratifiante, mais c'est certainement plus efficace si on fait ça pendant 30 minutes une fois dans la semaine que si on fait ça à tout bout de champ toute la semaine. Tu sais, si on court avant notre cours, il manque une photocopie pour ce matin, là, t'es supposé être prêt, là, tu sais, mais j'en vois plein, moi, des enseignants 2 minutes avant le cours à la photocopieuse. J'imagine, puis tu sais, c'est comme si ces impressions-là, là, on est vraiment parti sur les impressions puis les photocopies, mais en même temps, c'est une réalité, tu sais, puis des fois, c'est dans les tâches les plus anodines qu'on peut aller gagner du temps puis, tu sais, aller optimiser notre efficacité, mais je veux dire, là, c'est comme si ça va comme tomber comme un imprévu, alors que j'imagine que les impressions doivent être très, très prévisibles. Mm-hmm. Ça doit revenir souvent, ça doit être prévisible en avance quand on fait une bonne planification de notre cours, qu'on a telle chose à imprimer. Puis là, ben là, c'est ça. Si tu dis que souvent, plusieurs enseignants qui sont à la dernière minute, c'est dommage parce que c'est pas un imprévu, ça. C'était clairement très prévisible. Même à ça aussi, tu sais, d'aller automatiser certaines tâches. Souvent, je trouve que je garde le photocopieur, mais je vais changer d'exemple après, là. Mais je pense que des nouvelles technologies qui permettent aussi de numériser des documents, de les afficher avec un diaporama, tu sais, puis ça fait en sorte que les tâches vont être plus automatisées, puis ton diaporama, il reste là, puis il est prêt. Alors que si chaque fois que tu donnes un cours, tu as besoin d'aller à la photocopieuse, choisir ta photocopie, tout ça, bien, c'est du temps que tu perds, en fait, si tu n'automatises pas un petit peu ces tâches-là. Là. Ça fait longtemps que je n'utilise presque plus de papier dans ma classe, là. Mes cours sont presque tous élaborés sur des diaporamas, mais je sais que c'est pas encore tout le monde qui est rendu là, mais je pense que ça fait partie aussi des tâches qu'on peut automatiser. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, en enseignement, on peut pas automatiser de tâches. » Bien, c'est faux. On peut aller faire certaines choses comme ça. On peut avoir des blocs de temps pour nos courriels, pour répondre aux parents, des blocs de temps pour corriger aussi, là, tu sais, de se dire « Bien, je sais que le vendredi matin, par exemple, je fais une activité d'évaluation. Bien, en période 4, je sais que mes étudiants sont avec un spécialiste ou... avant de partir à 4 heures, bien, je vais me mettre un bloc de temps pour corriger plutôt que de le faire à la maison, puis prioriser mes activités personnelles là, rendues la fin de semaine, parce que corriger dans un café, c'est pas une activité, c'est pas un loisir. Ça devrait pas en être un, en tout cas. Tu sais, les enseignants ont souvent toujours... tu sais, quand tu te parlais tantôt de décortiquer une tâche, tu sais, je trouve ça intéressant, puis j'aimerais ça qu'on en parle peut-être un petit peu. Souvent, on a des tâches dans les programmes qui sont assez... je te donne un exemple. Par exemple, remplir un formulaire. Tu sais, on va être en francisation, par exemple, puis on va se dire, bien, on est au niveau 1, mes étudiants doivent remplir un formulaire. Tu sais. Mais souvent, remplir un formulaire, c'est une tâche, mais tu sais,
on doit décortiquer une tâche comme ça quand on enseigne. Tu sais, par exemple, je sais pas, tu sais, la première partie d'un formulaire, souvent, on va demander votre prénom, votre nom, tout ça. Bien, on peut aller planifier l'enseignement de, tu sais, on va pas juste se dire, tiens, aujourd'hui, on remplit un formulaire. Tu sais, il faut avoir planifié d'enseigner aux gens quel est votre nom de famille, votre numéro de téléphone, votre code postal. Tu sais, tout ça, c'est des choses qu'il faut planifier. Tu sais, on peut pas juste faire une tâche. Tiens, aujourd'hui, on remplit un formulaire, puis arrangez-vous. Là, tu sais, vous savez pas ce que ça veut dire, code postal, mais essayez-le. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais. il faut décortiquer sa tâche, dire qu'est-ce qui entre dans ma tâche de remplir un formulaire. C'est la finalité, la tâche, en fait. Mais pour réaliser la tâche, quelles sont toutes les petites étapes que je dois faire pour y arriver? Exactement, puis je trouve que tu l'as super bien vulgarisé, puis tu as vraiment donné des bons exemples. Tu sais, c'est ça, la tâche étant la finalité, qui est finalement, le but, c'est d'avoir un formulaire qui est complété, qui est rempli, mais c'est comme s'il y a des sous-tâches là-dedans. Pour quelqu'un, c'est ça, pour quelqu'un qui connaît parfaitement le français, ça va être juste remplir un formulaire qui va peut-être prendre quelques minutes, ça va être terminé, mais justement, pour l'exemple que tu donnais en francisation, bien là, ça va quasiment devenir un petit projet là, de remplir un formulaire, d'où l'importance d'aller ici le fragmenter. Puis je pense que qu'est-ce qui peut vraiment aider à fragmenter, tout dépendant c'est quel type de tâche qu'on fragmente. Tu sais, dans le cas de la francisation, qu'est-ce que tu disais? C'est peut-être de se mettre dans la peau de la personne qui va compléter le formulaire. C'est quoi les précisions qu'on a besoin de lui dire? C'est quoi c'est ça exactement, c'est quoi les éléments qu'on doit traduire, leur expliquer qu'est-ce que c'est concrètement parce que ils ne comprennent pas nécessairement de l'autre côté encore. Donc, c'est de se mettre à la place de l'autre personne, donc de l'apprenant ou de la personne, peu importe c'est quoi l'enseignement, là, de l'élève, de l'étudiant. Et après ça, des fois, pour une autre tâche qui n'est pas comme ça, des fois, ça peut être juste une tâche de notre côté qu'on fait dans notre travail, bien là, c'est de voir comment, c'est un projet. Si c'est un projet, bien, il y a plusieurs tâches là-dedans, il faut aller fragmenter ça. Parce qu'après ça, on va pouvoir aller planifier chacun de ces petits fragments-là. Parce que je reviens encore à ton exemple de formulaire à remplir. Tout dépendant de c'est quoi la grandeur du formulaire, bien, peut-être que ça va prendre 2 cours pour remplir un formulaire. Parce que, oui, remplir un formulaire, ça a l'air simple, ça a l'air très, très court en durée de temps, mais au final, si on a plein de choses à enseigner, plein de choses à expliquer, des précisions à nommer, bien, le fait de le fragmenter en avance va nous permettre de savoir, OK, bien, j'ai peut-être besoin de 2 cours, peut-être de 3 cours, on va étaler ça dans le temps, ce qui fait qu'on arrive en classe beaucoup plus organisé, en sachant qu'aujourd'hui, on va voir le point A, B, C, puis demain, on va voir, par exemple, le point D, E et F. Là. Ouais, puis à la fin de ces 3 jours-là, ou de ces 2 cours-là, bien là, les apprenants sont capables de remplir le formulaire, mais oui, il faut avoir planifié ces étapes-là oui, avant exactement. qu'ils soient en mesure de le faire. Je veux aussi qu'on se parle peut-être d'outils d'organisation. Ouais. Souvent, les enseignants, on reçoit souvent un agenda, mettons, syndical, mais souvent, on va aller chercher plein de types d'agendas un peu partout. Là. Moi, je te dirais que surtout depuis que je suis superviseure de stage à l'université, je vois des gens, quand je regarde un peu leur planification, puis là, il faut leur dire « Ah, c'est pas ça, une planification. » Souvent, ils vont écrire mathématiques, français, géographie, éducation physique. Souvent, la planification, on dirait que dans leur agenda, c'est un mot. Ouais. C'est même pas une tâche, c'est un mot. Puis j'essaie toujours de leur dire, ouais, mais OK, mais mathématiques, mais quoi? Qu'est-ce que tu vas voir en mathématiques? T'sais, mathématiques, c'est pas une tâche, là. C'est pas, OK, mathématiques, d'accord, mais tu sais, OK, on va faire de la résolution de problème. OK, super, ton problème, il parle de quoi? Puis d'aller vraiment décortiquer ton mot puis d'aller le planifier adéquatement. Parce qu'un mot dans un agenda, c'est pas nécessairement... en tout cas, pour moi, c'est pas ma définition de la planification. Il faut avoir vraiment plus d'outils, plus de détails pour mener à bien un cours. Là. Si je dis, mais OK, ce matin, on fait de la lecture, mais j'ai pas choisi mon texte, j'ai pas expliqué le vocabulaire qui est dedans, j'ai pas photocopié mes textes, puis je les ai pas distribués, bien, ma lecture n'est pas prête. Il y a sûrement des enseignants qui nous écoutent et qui se disent, oui, mais comme pour moi, c'est clair, là, quand je vois mathématiques, je le sais ce que j'ai à faire. Quand je vois français, je sais ce que j'ai à faire. Sauf que, pour reprendre encore ton exemple de la lecture, oui, c'est sûr que si on fait lire un texte, on le sait qu'on va devoir choisir un texte, on sait qu'on va peut-être devoir faire imprimer quelque chose, sauf que si on prend le temps de le planifier à l'horaire, on va arriver d'une façon beaucoup mieux structurée, beaucoup plus organisée. Puis c'est lorsqu'on fait une planification détaillée qu'on va penser aussi à toutes les petites sous-tâches qu'on aurait peut-être pu oublier. Puis ces petites sous-tâches-là, souvent qu'on aurait pu oublier, mais c'est souvent malheureusement considéré comme des imprévus. Puis c'est là qu'on a l'impression de toujours gérer des urgences puis des imprévus à longueur de semaine, alors que pour plusieurs, ça aurait pu être évité si la planification efficace avait été faite à la base. Donc, pour les gens qui écrivent justement juste mathématiques, pour un peu faire du pouce sur ce qu'on disait précédemment, je pense qu'il faut aller
fragmenter, se questionner, se dire, OK, concrètement, comme qu'est-ce que je veux faire dans cette classe-là, dans ce cours-là précis de mathématiques. Puis comme justement, tu donnais l'exemple du brain dump, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là. Donc, un brain dump, c'est un bel anglicisme pour dire vide-tête. Toi, comment t'appellerais ça, l'experte en français, là, toi? Un vide-tête? Oui, un vide-tête ou un remue-ménage, là. Oui, mais un vide-tête, j'aime bien. Fait qu'on va utiliser, moi, comment je le fais, c'est de façon très, très simple. Je prends une belle feuille blanche avec un stylo, j'écris, je vais vraiment aller me vider la tête de toutes les choses que je veux faire. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui veut se vider la tête sur toutes les choses à faire en mathématiques, on va écrire. On va écrire, oui, les obligations, mais aussi on va écrire qu'est-ce qu'on aimerait faire. Parce que des fois, quand on est enseignant, qu'est-ce qui doit être plaisant aussi, c'est d'amener notre cours à un autre niveau, d'amener notre classe à un autre niveau, parfois d'intégrer des nouvelles, peut-être, méthodes d'enseignement ou un nouveau projet, quelque chose comme ça. Puis ça, si on ne planifie pas, bien, ça devient très, très difficile, voire même parfois impossible de mettre ça en place. Donc, dans le vide-tête qu'on va se faire, on va écrire, par exemple, mathématiques, puis en dessous, on va tout écrire les choses qu'on aimerait faire, puis on va essayer de décortiquer au maximum parce que peut-être que dans les choses qu'on aimerait faire, ça serait, je ne sais pas moi, de créer un nouveau jeu d'apprentissage. Bien, ça, de créer un nouveau jeu, c'est un projet, là, tu sais, il y a des tâches qui vont sous ça, donc on va essayer de fragmenter le tout au maximum. Puis moi, je vois vraiment un peu le brain dump, là, ou le vide-tête, je le vois vraiment, vraiment comme une façon de vraiment aller diminuer notre charge mentale. Parce que, tu sais, souvent, on a plein d'idées en tête, mais ça devient très complexe, encore là, voire même impossible de comme garder un ordre là-dedans. Là. Tu sais, si on avait juste 3 choses dans notre tête, ça serait super simple, mais la vérité, c'est qu'on en a des centaines d'éléments dans notre tête, ce qui fait que de le mettre sur papier, ça nous permet de réellement voir, ça concrétise le tout, ce qui fait qu'après ça, c'est beaucoup plus facile de voir qu'est-ce qui est prioritaire, puis de voir une certaine séquence logique, parce que là, si, pour reprendre encore l'exemple de mathématiques, on écrit tout sur papier, qu'est-ce qu'on veut faire, bien après ça, ça va être plus logique de dire, OK, bien là, ces 2 tâches-là doivent être faites avant les autres tâches qui suivent, ce qui fait que je vais planifier à mon horaire, par exemple, cette semaine, ces 2 choses-là, et la semaine prochaine ou dans un autre bloc plus tard dans la semaine, bien, je vais planifier ces choses-là. Fait que plutôt que de voir, bien, tu sais, puis en fait, après ça, tu sais, pour aller vers les outils que les gens vont utiliser, oui, peut-être que, par exemple, dans un agenda électronique, oui, on peut mettre mathématiques si c'est la matière, puis que c'est là pendant, je sais pas, un nombre X d'heures, là, par exemple. Bien, c'est combien de temps, mettons, un cours? Je sais que ça dépend là, des niveaux d'études, mais... Oui, ça dépend des cycles, Ouais. ça dépend des années scolaires, tu sais, mais mettons que, tu sais, je sais pas, là, une enseignante au primaire, tu sais, devrait avoir au moins 5-6 heures de maths dans sa OK. semaine, là, tu sais, fait que ça dépend de comment elle va gérer son temps. Ce qu'elle peut pas gérer, en fait, c'est l'horaire des spécialistes. Elle peut pas choisir quand c'est l'éducation physique, quand c'est la musique, quand... Tout ça, elle le gère pas. Mais les 20 heures qui lui restent, c'est elle qui le gère, tu sais, fait qu'elle pourrait se dire, OK, je fais un projet de science cette semaine qui me prend 2 jours et demi, puis je vais faire moins de maths cette semaine, mais j'en ferai plus la semaine prochaine. Tu sais, c'est elle qui gère tant qu'elle fait, en fait, tant qu'elle comble le programme de son année scolaire ou de son niveau qu'elle enseigne. Là. OK, parfait. Donc, merci pour cette information très utile. Je vais poursuivre. Donc, mettons, s'il y a une enseignante qui a un 5-6 heures de mathématiques à faire dans une semaine puis que c'est réparti à différents moments, par exemple, ce serait correct de mettre à son horaire des blocs précis pour les mathématiques, mais ce qui serait intéressant, puis moi, ce que j'aimerais voir pour une planification efficace dans l'agenda de ces enseignants-là, ça serait que s'ils utilisent, par exemple, un agenda électronique, bien, ça serait intéressant que si je clique sur mathématiques, bien, qu'on ait exactement, point par point, les tâches qui sont à faire dans ce bloc-là. Si, ensuite de ça, les enseignants utilisent plutôt un agenda papier, bien moi, j'aimerais ça voir dans l'agenda papier la même chose, comme si cette journée-là, il y a un bloc de mathématiques, bien que je vois des tâches précises reliées aux mathématiques dans la section des tâches. Puis là, il pourrait même avoir un code couleur, là, ça serait quand même super simple de s'y retrouver pour justement que ce soit clair. Puis en même temps, je trouve que c'est rassurant parce que ça permet, j'imagine, à l'enseignant de savoir que, OK, pendant ma semaine, tout est planifié. C'est comme si on a la certitude qu'on va aller couvrir une quantité précise de points qu'on veut aborder juste avec les mathématiques. Puis après ça, quand la semaine suivante arrive, bien là, on peut faire une planification qui est différente, mais qui est tout aussi précise, puis qui est la continuité de la semaine précédente. Là. Tout à fait. T'sais, puis plus la semaine va être planifiée, ou le mois, ou la session, ou bon, peu importe là, comment c'est divisé dans votre école, mais sûr que la personne va être beaucoup moins stressée à la fin. Là, quand tu sais que tu as respecté les tâches que tu devais voir dans ton programme, puis que ça a été fait, puis que ça a été compris, puis ça a été validé, ben, c'est beaucoup plus facile après de planifier la suite. Alors que si on a laissé traîner beaucoup de choses, on arrive aux fins d'étapes, aux fins de session, puis là, on court pour terminer ce qu'on doit avoir dans notre programme. Ça arrive malheureusement un peu trop souvent.
Oui, bien, tu sais, qu'est-ce qui serait intéressant à ce moment-là, tu sais, ça serait de prendre de l'avance au sens où, à partir du moment où l'enseignant reçoit, tu sais, je sais pas comment vous appelez ça, là, comme le plan de cours ou en tout cas le plan de cours, ça serait après ça de dire, OK, comme à la fin de l'année de l'étape ou à la fin de la session, faut que j'ai complété, tu sais, il faut que j'ai enseigné tout ça. Tu sais, une fois qu'on connaît le résultat final, c'est intéressant de dire après ça, OK, si je veux atteindre ce résultat final-là dans X mois, ben c'est quoi les étapes précédentes? Donc, dans un mois, il faudrait que je sois rendu là, dans 2 mois, il faudrait que je sois rendu là, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est comme un peu de faire une mini planification annuelle, mais qui est répartie sur des mois plus restreints là, pour couvrir soit l'étape ou une session, par exemple, puis de suivre un peu ce planning-là tout au long des semaines pour s'assurer qu'on n'est pas en retard, puis que si on est en retard, ben vaut mieux s'en rendre compte au début que de justement à la fin, quand on se rend compte qu'on est 1 ou 2 mois en retard. C'est ça, puis que là, il manque énormément de matière à livrer, là. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est une super bonne idée. Puis, tu sais, moi, j'encourage tous les enseignants à faire ça, là, tu sais, de la planification plus au niveau, plus macro, là, tu sais, au niveau de la session, de l'étape, de l'année même, plutôt que d'y aller au jour le jour, puis justement, là, pas arriver vers la fin puis se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, là. Puis, je trouve que c'est moins stressant, non pas seulement pour l'enseignant, mais aussi pour les apprenants dans la classe, tu sais, qui vont justement avoir un rythme plus comment je pourrais dire ça, plus égal tout au long de la session, là, tu sais, de ne pas être sûr qu'ils vont courir vers la fin de la session juste avant les évaluations, mais qu'ils vont pouvoir avoir vu tout ce qu'il y avait de planifié là, dans les programmes. Puis, tu sais, on est chanceux, les enseignants, on a ça, des programmes. Tu sais, on n'a pas besoin de le faire. On le sait. On sait ce qu'on doit faire dans l'année. Il faut juste apprendre à les planifier adéquatement dans notre horaire, là. Hey, mais tu sais, tu dis ça, puis on dirait que j'avais comme pas réalisé, là, tu sais, ça fait longtemps que j'ai fini mes études, mais il y a certains profs que je comprenais pas pourquoi à la fin de l'année, on se sentait autant rushé, tu sais. Mais tu viens de le dire, là, comme on le ressent, ça, puis on sait comme pas trop pourquoi. Puis là, du jour au lendemain, on a tellement de devoirs et de choses à apprendre alors qu'on est rendu à la fin. Mais tu sais, là, je comprends pourquoi, là. C'est parce qu'il y avait peut-être pas une Je pense planification. qu'il faut répartir. Oui, c'est Tu sais, ça. même si on est à l'université, tu parles d'université, mais tu sais, souvent, l'enseignant qui, tu sais, doit remettre son plan de cours, le chargé de cours doit remettre son plan de cours au département, mais tu sais, souvent, quand c'est moins bien planifié, bien, c'est sûr que souvent, on va courir vers la fin. Puis, tu sais, les examens vont être à la fin, les planifications vont être à la fin, les travaux à remettre, tu sais, alors que, tu sais, un chargé de cours qui aurait pensé à ça plus adéquatement, mais va pouvoir diviser sa session un peu mieux, là. Tu sais, à la place d'avoir 2 évaluations à la fin du cours, bien, tu sais, peut-être 4-5 évaluations réparties sur la session, fait en sorte que on court moins, là. Autant qu'on enseigne au cégep, à l'université, au primaire, au secondaire, à l'éducation des adultes, je pense que répartir les éléments dans sa session, c'est toujours une bonne idée, là. Vraiment. Mais là, je viens de comprendre. Tu viens d'allumer des étoiles sur des interrogations que j'avais il y a plusieurs années. Donc, Émilie, je vais parler aussi des routines de planification. Tu sais, comment on peut s'instaurer une routine adéquate? Tu sais, on revient, par exemple, à notre enseignant en francisation qui a, par exemple, tous ses après-midi de libre où il n'est pas en classe. Là. Libre est un grand mot, là, il y a plein de choses à faire, mais par exemple, moi, je termine à 1 heure, puis là, je dois être à l'école jusqu'à 4 heures tous les jours. Comment je pourrais avoir une routine de planification puis instaurer une routine de planification dans les moments que j'ai où je ne suis pas en classe? Oui, bien, tu sais, là, je vais reprendre le merveilleux conseil que tu as donné toi-même tantôt, mais c'est la première chose, je pense, c'est vraiment de le mettre à l'horaire. Je pense que c'est aussi, parce qu'il y en a qui vont mettre ça à l'horaire, mais ils vont s'asseoir puis ils sauront juste pas, tu sais, quoi faire. Je fais quoi pendant que je planifie? Fait que, tu sais, je pense que c'est intéressant aussi de savoir pourquoi on planifie. Tu sais, est-ce qu'on planifie dans le but d'avancer nos projets? Est-ce dans le but de clarifier les cours qu'on va donner dans les jours, dans les semaines à venir? On le fait-tu pour gagner du temps? On le fait-tu pour se motiver? Donc, tu sais, de savoir pourquoi on planifie, justement, ça va créer la motivation de respecter cet engagement-là qu'on va avoir mis à notre horaire. Ça va sembler aussi hyper banal, mais comme, c'est ça, tu sais, je pense que d'utiliser un agenda qu'on aime, puis là, je dis agenda, mais comme un outil de planification, puis ça va même avec les stylos qu'on utilise, là, au sens où ça peut avoir l'air très superficiel, mais surtout si la planification est un défi ou surtout si on n'a pas encore l'habitude de planifier, bien, d'utiliser des outils qui sont agréables, bien, ça va créer de la motivation justement pour instaurer une routine de planification. Je pense personnellement que de l'essayer, c'est un petit peu la bonne solution pour vous convaincre parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui ne sont pas pleinement convaincus peut-être par la planification, mais je pense qu'à partir du moment où on le fait, on peut rapidement récolter des résultats positifs en lien avec la planification, ce qui fait que je pense que ça peut vraiment devenir notre moyen de justifier là, cette planification-là, ce qui fait qu'une fois qu'on le justifie, ça devient beaucoup plus facile d'instaurer cette routine-là.
Aussi, savoir concrètement qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire cette routine de planification-là, pour les personnes pour qui c'est nouveau. Bien, on peut encore là se faire une checklist. Là. Planifier, c'est comme un mot tellement utilisé qu'on a l'impression que c'est facile pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui savent nécessairement comment planifier. Donc, on pourrait avoir une petite checklist. OK, qu'est-ce que je planifie? Je m'assois pour faire quoi? Puis dans quel ordre? Fait que justement, pour revenir à un des premiers points qu'on a dit, si on est distrait après ça pendant qu'on fait notre planification, bien, ça va être plus facile de revenir à ça. Puis pourquoi pas joindre, pour que ça devienne une routine, puis qu'on veuille pratiquer cette routine-là, que ce soit agréable, puis nous motiver à l'instaurer, puis à la conserver, cette routine-là. On peut rendre le tout agréable. Moi aussi, même si je tripe sur la planification, même si c'est une passion, c'est faux de croire qu'à toutes les semaines, ça me tente de planifier. Fait que des fois, je m'en vais à une petite place que j'aime, je m'allume une petite chandelle, je me fais un petit café latte. Ça peut sembler anodin, mais ça peut vraiment aller nourrir la motivation pour justement s'assurer que cette routine de planification-là, elle est maintenue. Super. Puis, pour terminer, qu'est-ce que tu penses, par exemple, des enseignants qui affichent leur menu du jour ou en fait leur plan de cours au tableau? Avais-tu des enseignants quand tu étais plus petite qui faisaient ça? Ou qu'est-ce que tu penses de cette habitude-là? Hey, je trouve que c'est tellement une bonne idée. Puis, tantôt, avant qu'on commence, justement, tu m'as clarifié un peu c'était quoi. Je me rappelle pas si j'avais des enseignants qui faisaient ça. On dirait que je me souviens pas, mais en même temps, sûrement qu'il y en a quelques-uns sur les je sais pas combien d'années que j'ai étudié qui l'ont fait, là. Mais je trouve que c'est tellement, tellement, tellement une bonne façon parce que, de un, ça va clarifier pour l'enseignant qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui. Ça le commet en quelque sorte. Puis en même temps, ça fait que les élèves qui rentrent, les étudiants, les apprenants, comme ils savent, ils peuvent déjà se mettre dans le mot de « OK, comme aujourd'hui, on va faire ça ». Fait que moi, je trouve que c'est une super, super bonne idée. Justement, si avant ça, il y a eu une planification adéquate qui a été faite, bien, je pense que là, c'est encore plus clair pour l'enseignant qu'est-ce qui va aller en dessous de ça, là. Mais, tu sais, mettons, toi, par exemple, tu le faisais, j'imagine, dans tes classes, toi, de faire ton menu du jour. Puis à quel niveau, comme c'était précis comment, mettons? C'était-tu très, très, très précis ou c'était juste comme des mots-clés pour donner une ligne directrice? Bien, au moins des mots-clés, mais souvent, tu sais, si j'écrivais, par exemple, je ne sais pas moi, grammaire, tu sais, bien, j'indiquais sur quoi on travaillait. Tu sais, OK, aujourd'hui, on travaille sur le passé composé, mettons. Tu sais, mais ils savaient, tu sais, grammaire avec une thématique. Puis moi, évidemment, je savais tout ce que j'allais faire, tu sais, mais au moins, je pense que c'est une façon de, tu sais, un peu de s'assurer que ce qu'on prévoit va être fait. Donc, puis on s'engage aussi envers nos apprenants à dire, ben voici ce que vous faites aujourd'hui, ou voici ce qu'on va faire. Puis, au pire, s'il y a une chose de plus, ben on la fera demain. Puis là, s'il y a une chose de moins, ben on se retournera sur un 25 sous, là, mais habituellement, quand on planifie adéquatement, puis si je sais que, par exemple, aujourd'hui, j'enseigne 4 heures, ou demain, j'enseigne 3 heures, ou après-demain, j'enseigne 5, bien, j'essaie de faire en sorte que mes heures soient comblées puis bien organisées, mais je pense qu'en l'écrivant au tableau, c'est aussi un engagement envers mes apprenants pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'on fait puis qu'ils soient assurés, en fait, que mon cours est prêt. Que je ne suis pas en train de faire « Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? » N'importe quoi. Non, c'est pas ça. Enseigner, c'est un travail qui se planifie beaucoup. Puis je pense que c'est une des compétences qu'un enseignant doit avoir. Si nos cours ne sont pas bien planifiés, ben, on va avoir des problématiques de gestion de classe, on va avoir des problématiques d'enseignement, on va avoir de la difficulté à tenir surtout si on enseigne au primaire ou au secondaire, un cours qui n'est pas bien monté va découler sur beaucoup de problématiques, justement, de gestion de la classe. Avec les adultes, c'est peut-être un peu moins compliqué, là, mais non, puis c'est que souvent ça se sent quand il y a un manque d'organisation. Puis on dirait que quand j'étais sur les bancs d'école, je n'étais pas consciente de ça, mais là, maintenant qu'on a cette discussion-là, je sais exactement les profs qui étaient organisés puis ceux qui ne l'étaient pas. Là, ça se sent. Ben oui, ça se sent. Tu sais, une enseignante qui, tout d'un coup, on va faire ça, mais j'ai pas mis photocopie, on va faire d'autres choses à la place. Tu sais, ça paraît. Puis je pense que, tu sais, quand tu enseignes, justement, j'ai enseigné plus au secondaire puis aux adultes dans ma carrière, mais je pense que quand les gens ont conscience de leur temps, surtout quand c'est des adultes, tu sais, hey, je viens m'asseoir dans une classe 20 heures par semaine, bien, si l'enseignante n'est pas prête puis n'est pas à son affaire, bien, tu sais, tu peux faire plein d'autres choses de ce temps-là. Tu sais, évidemment, quand tu as moins de 16 ans, tu es à l'école, tu dois être là, mais tu sais, il faut aussi respecter, je crois, le temps des gens. Non pas seulement le nôtre. Je pense que planifier, c'est aussi respecter les apprenants qui sont devant nous. Tellement, tellement, totalement d'accord. Oui. Fait qu'en tout cas, ben merci beaucoup, Émilie. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter? Si on est intéressé, on peut aller suivre ta page où tu as plein de trucs de planification. Tu as un super bel agenda aussi. Donc, c'est quelque chose que tu voudrais ajouter
aux gens qui nous écoutent? Bien, je pense que tout a été dit. Tout a été dit en lien avec ta thématique, mais sinon, c'est ça, pour me retrouver, je suis très active sur les médias sociaux, notamment Instagram et Facebook. Tu l'as dit, oui, j'ai un très bel agenda. Donc, la version datée et non datée. Et le daté, malheureusement, pour les enseignants qui aiment le calendrier scolaire, il est daté sur le calendrier. Donc, il débute en janvier, mais j'ai une version non datée, sinon, qui est intéressante pour celles qui veulent le commencer à la rentrée. Mais j'espère que les enseignants qui nous écoutent t'enverront des courriels pour avoir un agenda scolaire. Je commence à avoir de la pression. Là, je veux savoir d'où ça vient. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous. Puis à bientôt. À bientôt, merci. Merci infiniment d'avoir écouté Avec ou sans accent aujourd'hui. J'espère que nos échanges ont été aussi stimulants pour vous que pour moi et que vous serez à l'écoute pour les prochains épisodes. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans cet épisode? Quelles réflexions vous ont traversé l'esprit? N'hésitez pas à m'écrire afin de partager le tout avec moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner au balado pour ne manquer aucun épisode. Faites découvrir Avec ou sans accent à tous ceux qui partagent nos passions pour ces sujets. Vous avez envie de travailler avec moi? N'hésitez pas à me contacter pour connaître mon offre de service ou visiter mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!